Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Et oui, le général de Gaulle, un grand homme. Chris Isaak, un excellent musicien. Et nous sommes là, surtout, avec Céline Alonso, pour recevoir un grand historien et qui nous parle de deux grands hommes. Oui, je dis bien deux, parce que Napoléon Ier, évidemment, le génie absolu, mais l'autre, Napoléon III, il n'était pas si mal non plus. Et oui, et cet historien, donc, c'est Dimitri Casali. Bonjour Dimitri, qui vient donc de publier aux éditions Télémac Paris Napoléon, un guide qui rend hommage aux deux grands empereurs, donc Napoléon Ier et Napoléon III. Et oui, Napoléon, André, cette chanson donc est extraite de la comédie musicale Napoléon que Serge Lama donc avait écrite et interprétée il y a plus de 30 ans. Et Dimitri, donc vous, c'est un opéra rock que vous avez consacré à l'empereur. On va en parler dans quelques instants, mais André, parlons avant donc du dernier ouvrage de Dimitri. Parlons avant du dernier ouvrage de Dimitri Casali. Et au fond, je vais vous dire Napoléon. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas fascinée par Napoléon? Personne. Je veux dire, alors, il y a des gens comme Max Gallo qui ont écrit que c'était un tueur et un massacreur, etc. D'autres. Mais en fait, il a tellement marqué notre histoire, Napoléon Ier, et on parlera évidemment de Napoléon III. Mais alors, Dimitri Casali, vous avez publié donc ce Paris-Napoléon. Et alors, comment ça vous est venu? Vous vous êtes baladé, vous êtes dit, qu'est-ce qu'il y a comme lieu qui porte la marque de Napoléon, du premier, là, pour en parler pour le moment? D'abord, cette idée du guide du Paris des deux empereurs m'est venue dans le métro. Dans le métro, je prends beaucoup le métro, et je notais, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de stations avec des noms napoléoniens, comme Pyramide, Duroc, Cambronne... Sébastopol, Iéna, et personne, par exemple, donc moi je passe sans arrêt à Duroc, et Duroc en plus, j'adore ce personnage. Il y a Michel Duroc. Je crois qu'il y a beaucoup de gens juste qui croient que c'est à cause du rock'n'roll. Voilà, et de savoir exactement, et c'est là je me suis dit, quand je pense que personne ne sait qui est Duroc aujourd'hui, c'est ça qui me rend malade. Alors qui était Michel Duroc? Michel Duroc, c'est le rocker de l'empereur, parce que c'était vraiment un rebelle, ça c'est sûr, mais c'était l'homme de confiance de l'empereur, c'était un des meilleurs amis, un des rares à le tutoyer. C'était ces hommes tous issus de basse extraction qui ont fini maréchaux de France, Murat, roi de Naples. Et alors ça vous a donné l'idée? Ça m'a donné l'idée de faire connaître un peu déjà, de savoir. Et puis surtout, un jour, je suis aussi place de la Concorde, et je remarque, qu'est-ce que je vois? Donc, que des monuments napoléoniens. L'Arc de Triomphe. Le Carrousel. L'Arc du Carrousel. L'église de la Madeleine au nord. Et au sud, la façade du Palais Bourbon. J'ai dit, c'est pas possible, mais ça aussi, personne ne sait que tous ces lieux, tous ces noms sont napoléoniens, parce qu'en fait, il existe une malédiction, un malaise avec l'héritage napoléonien. Et c'est là, voilà, le plus important, ce qu'il faut dire, c'est que la République a tenté de gommer tous les signes napoléoniens de Paris. C'était une volonté absolue. La troisième. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre, l'autorité. Parce que c'est le bonapartisme. Le bonapartisme étant l'ennemi de la République, il fallait absolument gommer tous ces signes bonapartistes. Et puis c'est aussi, après ça a continué avec la 4e et la 5e. Regardez, personne, vous savez bien ce qui s'est passé avec Jacques Chirac quand il a refusé de célébrer le bicentenaire de la victoire d'Austerlitz. On sent bien qu'il y a cette haine, cette jalousie, parce qu'il nous rappelle la médiocrité de notre personnel politique aujourd'hui. C'est ça, d'avoir des hommes comme Napoléon Ier, Napoléon III, ça prouve aux hommes de la 5e qu'ils sont complètement médiocres.
Oui, c'est pas la même. Mais en même temps, est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un peu loin, Dimitri Casali, quand vous dites, regardez, les avenues entourant l'Arc de Triomphe, c'est tous les maréchaux. On parle du boulevard des maréchaux. Ils sont là, les maréchaux. Alors, les maréchaux, Murat, les Hoches, les donc Foch, c'est le thème de mon bouquin, effectivement. J'ai recensé tous les lieux napoléoniens, et Napoléon Ier et Napoléon III, et on s'aperçoit que finalement, tout Paris... Paris doit tout aux deux empereurs. On peut dire qu'il y a à peu près 200 lieux qui commémorent effectivement les victoires, les ministres, les soldats, voilà, les et les grandes avenues, bien sûr, les boulevards des maréchaux, mais il n'y a aucune, je dis bien, avenue Napoléon Ier ou Napoléon III ou même un boulevard. Ni rue. Ouais. Alors il y a une rue, place. Il y a une rue Bonaparte, la rue du général, de la Révolution. On sent bien, voilà comment la Troisième République récupérait une certaine partie du mythe, mais pas l'intégralité. Il y a la place Napoléon III vers la gare du Nord, qui est toute petite et qu'on doit à Seguin, c'est ça. C'est grâce à Philippe Seguin, un immense homme politique, en voilà un grand, qui avait fait des pieds et des mains justement pour qu'il y ait un lieu qui commémore justement Napoléon III, c'était la place de la gare du Nord. On lui a donné que ça, c'est la mairie de Paris. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, parce que je connais bien, j'ai habité là pendant des années, il y a plein de clochards partout. C'est une placette quand même qui est assez minable. Mais en fait, on peut dire là, pour résumer, qu'est-ce que Napoléon Ier a apporté à Paris? Qu'est-ce qui a été vraiment, vous en avez déjà parlé, mais en fait, pour lui, ça faisait partie. On va reparler. Il a tout fait, le code civil, il a tout fait, mais Paris, c'était important. Il voulait en faire une ville à mesure impériale. C'était ça. Voilà, il voulait faire la nouvelle Rome. Oui, c'est ça. Voilà, il voulait créer la nouvelle Rome, capitale d'un empire immense. Et c'est vrai qu'il en aurait eu le temps. Il avait bien commencé. Hein. Mais ce qui est touchant, justement, c'est comme il n'a pas eu le temps, il n'a pas pu terminer, mais c'est Napoléon III qui va récupérer les plans et qui va achever les plans de son oncle. Et c'est ça que c'est quand même vraiment très, très En fait, attendrissant. il a suivi, et Napoléon III a été très fidèle à Napoléon Ier, de ce point de vue-là. Tout à fait. Bah oui, absolument. De toute façon, c'était leur passion, aux deux, l'urbanisme. Alors peut-être plus Napoléon III avait une véritable passion pour l'urbanisme. C'était l'architecture, c'était sa vie. J'explique dans le livre que dans son bureau impérial, il y a derrière son bureau un immense plan de Paris avec plein de petits drapeaux de toutes les couleurs, jaune, rouge, bleu, où il suit au jour le jour la progression des travaux, et non seulement il les suit au jour le jour, mais il se déplace lui-même sur les chantiers pour suivre les travaux. C'est un type extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Alors revenons, Napoléon III, on en parlera à nouveau dans un instant sur Sud Radio, mais revenons à Napoléon Ier. Donc on l'a dit, il a marqué vraiment Paris de son sceau guerrier. Mais quand il est arrivé à Paris, enfin quand il a pris le pouvoir à Paris, expliquez-nous Paris, c'était quoi? C'était un champ de ruines. En 1799, c'était un désastre. Ouais. Bon, il y a d'abord la Révolution qui a fait énormément de mal à tous les qui a cassé beaucoup de choses. Quand on voit moi je suis à la lutte contre le djihadisme et les ruines de Palmyre en Syrie, ça m'a beaucoup touché, tout ça, mais les Bouddhas de Bamiyan et tout. Voilà, mais ça m'a vraiment rappelé ces terreurs, ces terroristes révolutionnaires que nous avons. Il faut pas avoir peur de le dire. La France a fait pire que les djihadistes, puisqu'on a détruit des. Oui, on vous dira que c'était pour la bonne cause. Quand voilà. même. Ouais, Voilà. Certains à gauche, à l'extrême gauche, vous direz. Mais bien sûr que c'était nécessaire de détruire tout ça. Pareil pour les. Moi, je supporte pas qu'on ait détruit le château des Tuileries. Et encore une fois, c'est la commune de Paris, les communards. Les communards que l'on porte au nu, que Madame Hidalgo porte au nu. C'est toujours l'histoire du symbole. Oui, non, c'était. Oui. Mais alors, donc Napoléon, pour reprendre la question de Céline, découvre ce Paris et il dit il faut vraiment lui rendre sa grandeur. Le restaurer, lui rendre sa grandeur, et d'autant plus. Ce qui est intéressant, c'est que les derniers rois de France avaient totalement négligé Paris. Depuis Louis XIV, effectivement, Louis XIV s'était beaucoup méfié de Paris, le pont de Versailles. Et
Et Paris avait été un peu laissé de côté par rapport à Henri IV, par exemple, qui est un immense roi, constructeur, bâtisseur. Bien sûr. Ou Catherine de Médicis, ou François Ier, bien sûr. Mais oui, Céline. Non, alors sur Paris, oui, ce qu'il faut raconter effectivement aux auditeurs de Sud Radio, ce qui est très intéressant, il y a une anecdote que j'ai découverte en lisant votre livre, c'est que vous dites que Napoléon, on lui doit par exemple la numérotation des rues, c'est lui qui a inventé ça. Bon, il a inventé plein de choses, le ramassage des ordures, il a assaini tout Paris, mais effectivement, on lui doit cette découverte. Oui, c'est fascinant, là aussi, la manière dont il... En fait, la numérotation des rues de Paris, c'était un serpent de mer. Il y a eu des tentatives déjà dès la fin du règne de Louis XVI pour numéroter les rues, mais ça donnait des numéros illimités, un peu comme aux États-Unis, vous savez, on arrivait avec 2899 et tout ça, donc c'est quand même une usine à gaz, ça marche pas très bien ce système. Napoléon, brillant mathématicien, tout de suite, lui, a l'idée de diviser les rues en pairs et en impairs, et surtout en partant des bords de la Seine. Oui, en suivant le cours de la Seine. Et ce système a été copié donc au travers... Dans toute l'Europe, c'est ça, exactement. Et on voit la supériorité de l'organisation napoléonienne. Quand même, on a beau le dire, mais c'est vrai que c'est des banalités de base. Mais enfin, ce génie absolu dans des tas de domaines, enfin, quand même, c'est étonnant. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas comparer au... Quelle politique peut tenir devant Napoléon? C'est difficile. Non, mais je suis scandalisé qu'il soit si peu à l'honneur aujourd'hui en France. Vous savez, mon combat, c'est les programmes d'histoire. Et les programmes d'histoire, il est inexistant, Napoléon. Ah oui, on l'a zappé. On l'a zappé. Le seul chapitre où on en parle, c'est la loi Taubira a exigé qu'on signale le crime de Napoléon, qui est le rétablissement de l'esclavage en 1802. Ah, c'est tout. Alors ça, on en fait des tonnes et des tonnes. On parle de Napoléon que pour ça. Voilà, que pour ça. Et nos enfants ne connaissent que ça. Alors qu'on lui doit les universités, les lycées, le baccalauréat, c'est lui, on lui doit tout. On lui doit tout. Le Conseil d'État, les prud'hommes, les préfets, l'organisation des maires, les maires, voilà... même l'organisation de la Comédie Française, vous vous rendez compte aujourd'hui, et bien sûr le code civil, le code Napoléon. Aujourd'hui, 50% des articles sont encore opérationnels. C'est ça qui est sidérant 200 ans après. On a gommé les plus misogynes, quand même. Alors oui, là c'est le petit défaut. Je prépare un nouveau livre là-dessus. C'est vrai qu'il a quand même des défauts. C'est sa misogynie. Et ce qui est la civilisation d'aujourd'hui, et la condition sine qua non, c'est de préserver le passé et de préserver l'histoire, notamment l'histoire des grands Napoléons. Et oui, et pour parler de l'histoire des grands Napoléons, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Dimitri Casali qui vient de sortir Paris-Napoléon, Napoléon avec un S, donc parce qu'ils sont deux, un livre qui rend hommage donc effectivement aux deux empereurs, et il vient de sortir aussi un album, André, qui retrace en chansons la vie, les amours et les batailles de Napoléon Bonaparte. Par les victoires d'Austerlitz, de Iéna, de Friedland, de Wagram, de la Moscova, hurrah, hurrah, hurrah! Napoléon semble invincible, l'Atlantique jusqu'au Yémen, le plus grand des capitaines, entre Berlin, Rome et Vienne. On va leur percer le flanc. Austerlitz, cette chanson est extraite de l'album Napoléon. Qui est en train de la chanter en même temps, Dimitri Casali, ses paroles. Donc cet album est paru donc chez Diffusia, Dimitri. C'est 16 chansons qui font partie donc d'un spectacle que vous avez créé et qui raconte donc l'incroyable destin de Napoléon Ier. C'était un rocker. Ah bah oui, quelque part Napoléon est un rocker, c'était une évidence pour moi. Toujours, c'est l'expression de la volonté humaine, disait déjà Schopenhauer, une volonté terrible. Et puis c'est l'image surtout de ce que j'ai mis en exergue dans cet opéra rock qui frappe. Vous avez composé que j'ai composé les paroles et la musique. Et la musique avec mon groupe aussi. Voilà, je suis pas le seul à écrire la musique. Et c'est qu'effectivement, c'est une histoire magnifique, Napoléon. C'est une histoire d'intégration. Pour moi, c'est un petit immigré qui arrive en France à l'âge de 10 ans sans parler un traître mot de français. Oui, il faut rappeler ça. Il ne parlait pas un mot de français quand il arrive à 10 ans en France. Et il va devenir plus français que les Français de souche. C'est extraordinaire. Il a cet amour de la patrie qui est lié au corps, alors que ce n'était pas gagné au début.
Et Oui. donc, c'est un exemple d'intégration qu'il faut donner Absolument. aux nouveaux arrivants, au lieu voilà, c'est ce genre d'exemple qu'il faut donner, de héros, de modèles. Il faut cesser de vouloir absolument promouvoir Nelson Mandela, Obama et tout ça. D'abord, c'est pas des héros français, premièrement, et deuxièmement, bien sûr. Non, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Ce qu'il ne faut pas promouvoir, je vais vous dire, qui est plus important, parce que pourquoi pas, pour moi, Obama ou Mandela, ce qu'il ne faut pas, c'est nier la France. Voilà. C'est dénier la France. C'est C'est ça le dénier, problème. bravo. On peut parler de tout, de qui on Mais veut. bien sûr. Mais le problème, c'est de pas dire, et vous avez raison, c'est la De volonté nier humaine. l'héritage. Hein. De nier l'héritage. Nier l'héritage, d'ailleurs, c'est Marcus Garvey, le grand apôtre de la libération noire, a dit, si vous oubliez les racines, il n'y aura jamais d'arbres et jamais de feuilles. C'est clair. Tout à fait. Alors que justement, dans le monde entier, le français le plus populaire, c'est justement C'est Napoléon. Absolument. Oui, justement, les Chinois. actuellement en Chine, oui, En ce que Chine, il y a une exposition à expo, Shanghai ouais. qui fait un carton. En Amérique latine, il est considéré comme un héros. Là, je reviens de Naples, où on n'a pas arrêté de me parler de Murat et tout. Il n'y a qu'en France qu'il est vraiment mal aimé. Alors justement, dans la première partie de cette émission, on a parlé effectivement de l'héritage donc de Napoléon Ier. Parlons maintenant de ce dont on a hérité de Napoléon III, parce que vous dites que si la France est riche aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Eh oui. Ouais. Napoléon III est responsable du décollage économique de la France. Si la France est devenue une si grande puissance industrielle, même un peu moins maintenant, mais Et Napoléon a beaucoup aidé au redressement. Napoléon III a beaucoup aidé au redressement économique. C'était le champion du progrès social, c'est ça surtout. Absolument. Ouais. Alors il y a d'abord le décollage économique industriel avec le chemin de fer, Oui, ça c'est sûr. Et puis l'industrie française devient vraiment concurrentielle face à la Grande-Bretagne. C'est grâce à lui, c'est incroyable qu'on arrivait à résister. Et enfin, surtout, il y a le progrès social. Les droits de grève 1864, c'est lui. Les droits de réunion, c'est lui. Il avait, on parle d'empereur socialiste. C'est assez étonnant. Il avait écrit cette brochure, L'extinction du paupiérisme en prison, là, pendant. Et justement, il avait la volonté d'améliorer le sort des plus faibles. Et dans mon livre, je parle justement de ce qui est extrêmement touchant encore une fois, c'est l'invention des premiers HLM ouvriers, des cités ouvrières. Oui, à Paris, c'est lui. C'est Napoléon III, rue Rochechouart. C'est lui qui l'a dessiné de sa propre main. Ouais, c'est intéressant. Et aussi, autre anecdote intéressante, c'est lui, l'inventeur de la sécurité sociale, et non Bismarck, en fait. Oui, alors on dit toujours que les Allemands ont tout inventé dans la protection sociale, et en particulier, on accorde tout ça à Bismarck. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que non seulement Bismarck était ambassadeur de Prusse à Paris à l'époque de Napoléon III, et il a vu justement toutes les idées sur la caisse de prévoyance, la caisse d'assurance créée par Napoléon III, qui était à l'état embryonnaire. Effectivement, ça va pas être, mais les Allemands vont lui donner cet achèvement très. Il faut quand même reconnaître à Bismarck qu'il était Bismarck. Voilà. Mais toutes les idées, l'origine des idées était Napoléon III. Alors dites-moi, Dimitri Casali, là-dessus, vous n'êtes pas en accord avec Victor Hugo quand il parle de Napoléon le Petit? Alors là, on peut c'était son pire ennemi, non, Victor Hugo, je crois. Alors moi, j'aime beaucoup Victor Hugo par ailleurs, mais ce qu'il faut redire, et il faut cesser, parce que en fait... Ah oui, parce qu'on a retenu ça, voilà, Napoléon le Petit. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Victor Hugo était même très proche de Napoléon III jusqu'en 1851. Et effectivement, il se voyait déjà ministre. Et quand il a fait son coup d'État et qu'il lui a refusé son poste de ministre, il a piqué une colère, connaissant l'animal Victor Hugo, qui est une fierté absolument. Et il a vraiment mal vécu parce qu'ils étaient très proches. D'accord. Très proches. Ah donc oui, ça arrive. Et douleur à l'ego. Émile Zola aussi a aussi été féroce, non, vers Napoléon. Zola et Jules Ferry étaient des adversaires du bonapartisme. Ils l'ont combattu pendant toute leur vie. Mais une fois, quand Napoléon III est mort en 1873, ils ont écrit des choses admirables sur Napoléon III, comme ça. Ils ont reconnu le talent et la dimension d'homme d'État. Napoléon III, c'est un homme d'État. Voilà.
Un chef d'État très visionnaire. Et juste pour revenir un peu sur Paris, c'est vrai qu'Haussmann, c'est... Alors, Haussmann, encore une fois, il a son boulevard, et c'est là où je trouve ça extrêmement injuste, parce que comme j'arrête pas de le répéter dans mon livre, il ne cesse de dire « je ne fus qu'un simple exécutant. Exactement. Toutes les ordres, et les ordres détaillés, il faut voir... Même les ordres de percement des rues, venaient de Napoléon III. Alors bon, après, ils se sont engueulés 2 ou 3 fois sur. Il y a des détails, j'adore. Enfin, j'ai adoré travailler sur ce livre parce que. Il y a une correspondance. Il travaillait. Il travaillait de concert. Mais pratiquement chaque jour. Ils ont construit ensemble, vous dites, 600 km d'égouts, 175 km de voiries, ils ont planté 80 000 arbres, ils ont édifié des mairies, des écoles, des parcs, des bois, des places, des jardins. Et vous dites que Napoléon III, en 18 ans de règne, il modifia la capitale plus qu'aucun chef de l'État avant lui et après lui. Voilà, ça c'est important de préciser. L'image de Paris, connue à travers le monde, que le monde entier rêve de visiter, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent voir, tous les Chinois et Sud-Américains? Ils veulent voir le Paris de Napoléon III. C'est ça qui leur plaît, ces immeubles haussmanniens, ces grandes avenues, ces grands monuments, bien sûr. Mais c'est cette image du gai Paris aussi, puisque bien sûr, après, on y vient, il y a la culture, il y a la fête, et il y a la musique, la fête impériale, et il y a cette histoire de Jacques Offenbach, bien sûr. Ah oui, racontez, elle est sublime. Parce que Jacques Offenbach... C'était le petit protégé, c'est le protégé de Napoléon III. C'est encore une histoire magnifique, parce que c'est un petit juif de Cologne qui arrive en France... pareil, un travailleur immigré. Voilà, sans parler d'un seul mot de français, un accent, après, il aurait toute sa vie un accent à couper au couteau et tout. Et il va gagner la confiance de Napoléon III, qui va dire ce type est formidable, et il va lui accorder une protection totale. Alors qu'à l'époque, c'était dur, dans le milieu artistique, il n'y avait pas d'intermittent du spectacle. Voilà. Et grâce à cette protection, donc il va acquérir la citoyenneté française déjà, et c'est ce petit juif de Cologne, Jacob Offenbach, qui va écrire la musique la plus célèbre parisienne à travers le monde, c'est le French Cancan. Et oui, c'est l'inventeur du French Cancan. C'est tiré du galop d'Orphée aux Enfers, l'acte 7 ou 5, je crois. Et c'est extraordinaire de savoir qu'au Japon, quand on parle de Paris, c'est un petit juif de Cologne qui a composé ça. Alors parlons maintenant, parce que l'émission, effectivement, va bientôt se terminer. Parlons maintenant de la pétition que vous avez lancée pour le rapatriement de la dépouille de Napoléon III, parce qu'en fait, ils ne reposent pas ensemble le premier et le premier. Je trouve ça quand même sidérant, et puis tout le monde s'en fout. C'est fou. Napoléon III, donc, est dans la grande banlieue de Londres, à 50 km au sud de Londres. Il repose, mais il devrait absolument reposer en France. Écoutez, quand on a un personnage de cette dimension qui a fait tout ce qu'il a fait pour la France, alors après on me dit, donc j'ai lancé une pétition qui recueille un certain succès, puisque là j'en suis déjà à 3800 signatures en quelques jours. Change.org. Voilà. En quelques jours, on voit bien que c'est un sujet qui intéresse les Français, contrairement à ce qu'on veut me faire croire. Et surtout, après, il y a plein de problèmes, parce que certains napoléoniens de la famille impériale disent qu'il est mieux en Angleterre que rapatrions en France quand même, il est quand même français, il est made in France, il faut le garder là. Voilà, bravo. Merci Dimitri Casali. Je rappelle que votre livre Paris-Napoléon est sorti donc chez Télémac, et que votre album donc Napoléon, l'opéra rock, lui, est sorti chez Diffusia. André Berkoff, on vous retrouve lundi à midi sur Sud Radio. En attendant, vous pouvez toujours réécouter le podcast de cette émission donc sur sudradio.fr. Et tout de suite, c'est Jacques Pessis pour Les Clés d'une vie. Aujourd'hui, il reçoit Jean-Louis Servan-Schreiber.